Réponds-moi à ça. Quelle serait votre réaction si je vous disais que certaines de vos stars hollywoodiennes préférées sont racistes? Voici 15 célébrités qui, malgré leur charme et leur talent à l'écran, se sont montrées terriblement racistes hors caméra, à commencer par Walter Brennan. Un nom qui fait écho à l'âge d'or d'Hollywood. Il est souvent négligé dans les discussions contemporaines sur le cinéma classique. Cet acteur, qui était autrefois un nom connu, est désormais devenu une note de bas de page dans les annales de l'histoire du cinéma. Pourtant, ses contributions à l'industrie sont indéniables. Avec 3 Oscars à son actif, le talent de Walter Brennan a été reconnu par ses pairs et par l'industrie dans son ensemble. Ses performances dans des films comme The Westerner et Sergeant York restent gravées dans la mémoire de ceux qui apprécient l'art du cinéma classique. Sa collaboration avec John Wayne a donné vie à de nombreux personnages mémorables, notamment dans Rio Bravo, où son interprétation d'un acolyte bourru mais adorable a laissé une marque indélébile. C'est cette capacité à jouer des rôles maussades avec une telle authenticité qui a permis à Walter Brennan de se démarquer. Son personnage réel reflétait les personnages qu'il jouait à l'écran. Au-delà de l'écran, Walter Brennan était connu pour ses fortes opinions politiques. Il était farouchement anticommuniste, une position qui n'était pas rare à Hollywood à l'époque. Cependant, ses convictions politiques s'étendaient à une association controversée avec la John Birch Society, connue pour ses idéologies extrêmes. James Stewart. James Stewart était un acteur dont la carrière s'est étendue sur 4 décennies. Il était l'homme ordinaire par excellence du cinéma américain, connu pour son air traînant distinctif et les personnages attachants qu'il incarnait. Son voyage à Hollywood a commencé dans les années 1930 et, au moment où la Seconde Guerre mondiale a éclaté, il était déjà un nom connu. L'un des aspects remarquables de la vie de James Stewart a été son service pendant la guerre. Contrairement à de nombreuses stars restées sur place, James a activement servi son pays. Une décision qui a interrompu sa carrière d'acteur, mais qui a ensuite renforcé son personnage de héros à l'écran. Son père avait créé un précédent en ayant servi pendant la Première Guerre mondiale, et James lui a emboîté le pas, démontrant que sa famille avait pour tradition de servir son pays lorsqu'elle était sollicitée. Sa carrière d'après-guerre comprend certaines de ses performances les plus mémorables dans des films qui restent encore aujourd'hui des classiques. 2 de ses rôles les plus emblématiques étaient ceux de Jefferson Smith dans M. Smith Goes to Washington et de George Bailey dans It's a Wonderful Life. Ces films ont montré la capacité de James à capturer l'esprit américain de résilience et d'intégrité. Ils ont également solidifié son image de type sympa d'Hollywood, l'homme qui représentait le meilleur des valeurs américaines. Cependant, la carrière de James Stewart n'a pas été sans controverse. Malgré son image saine à l'écran, certains exemples révèlent un côté moins admirable de son personnage. Des informations faisant état de racisme et de xénophobie ont fait surface, jetant une ombre sur son héritage. C'est lors du tournage de L'homme qui tua Liberty Valance que sa co-star, Woody Strode, l'accuse de comportements racistes. Une accusation qui choqua de nombreux fans. La question de savoir si les opinions personnelles de James Stewart étaient le produit de son éducation ou le reflet de l'époque dans laquelle il a vécu est complexe. Il a grandi dans une petite ville à majorité blanche de l'Indiana, où il avait des interactions limitées avec des personnes de races différentes. Ce manque de visibilité aurait pu influencer sa vision du monde. Une perspective qui ne s'est pas élargie de manière significative même lorsqu'il fréquentait l'université de Princeton. Malgré ces allégations, beaucoup de ceux qui ont connu James personnellement témoignent de sa gentillesse et de son professionnalisme. Il est possible que James Stewart, comme beaucoup de ses contemporains, soit un produit de son environnement, partageant des opinions qui étaient courantes à l'époque, mais qui sont considérées comme inacceptables aujourd'hui. Les opinions troublantes de James Stewart s'étendaient au-delà de la race pour inclure une méfiance à l'égard des Juifs, révélant une xénophobie générale. Cette attitude l'a amené à nouer des liens étroits avec le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, car il partageait des valeurs conservatrices. Stewart est devenu l'informateur de Hoover dans la chasse aux communistes à Hollywood. Malgré l'indifférence du chef du FBI à l'égard des inquiétudes de Stewart concernant l'influence mafieuse à Hollywood. Sa trahison envers des amis, comme Henry Fonda, qui a rompu ses liens en apprenant la collaboration de Stewart avec Hoover, montre le bilan personnel des actions de Stewart. John Wayne,
On se souvient souvent de John Wayne pour ses rôles de cowboy et de soldat américain par excellence. Son personnage à l'écran en tant qu'individualiste robuste et patriote convaincu a fait de lui une icône bien aimée pour beaucoup. Pourtant, son héritage n'est pas sans complexité, en particulier lorsqu'on l'examine à travers le prisme des sensibilités modernes. En 1971, John Wayne a accordé une interview au magazine Playboy qui allait devenir tristement célèbre. Ses commentaires dans cette interview ont jeté une ombre sur son héritage. Il a parlé ouvertement de ses opinions sur la race et la société. Commentaires qui sont aujourd'hui largement considérés comme racistes et homophobes. Wayne a exprimé sa croyance dans la suprématie blanche et a fait des remarques désobligeantes à l'égard des Afro-Américains, suggérant qu'ils n'étaient pas encore suffisamment éduqués pour occuper des postes à responsabilité. Les opinions de Wayne sur la race n'étaient pas le seul aspect de son personnage qui a suscité des critiques. Son comportement hors écran ne correspondait pas toujours au personnage héroïque qu'il représentait. Contrairement à son contemporain James Stewart, dont la nature aimable permettait aux fans de réconcilier plus facilement l'homme avec les rôles qu'il jouait, la personnalité hors écran de Wayne était plus complexe et parfois problématique. L'impact de l'interview de Wayne avec Playboy a été durable. Ces dernières années, des appels ont été lancés pour réévaluer la manière dont nous honorons les personnages, historiques dont les actions ou les croyances sont en contradiction avec les normes sociétales actuelles. À l'Université de Californie du Sud, où Wayne était un ancien élève, une exposition qui lui était consacrée a été supprimée à la suite de manifestations étudiantes. Ces protestations étaient une réponse directe aux opinions qu'il avait exprimées dans l'interview de Playboy. Des efforts ont été déployés pour renommer l'aéroport John Wayne dans le comté d'Orange, mais ils n'ont pas abouti. Le débat autour de l'héritage de Wayne est révélateur d'une conversation plus large sur la façon dont nous nous souvenons et célébrons les personnages du passé. Cela soulève d'importantes questions sur les valeurs que nous défendons et les messages que nous envoyons à travers la commémoration publique de personnages historiques. Les contributions de John Wayne au cinéma et à la culture américaine sont indéniables. Ces films ont laissé une marque indélébile dans le paysage cinématographique. Cependant, ses opinions personnelles, en particulier celles exprimées dans l'interview de Playboy en 1971, sont devenues une source de controverse. Ils nous mettent au défi de réfléchir à la manière dont nous équilibrons les réalisations artistiques d'un individu avec ses croyances et ses comportements personnels. William Frawley. Le parcours de William Frawley à travers l'industrie du divertissement est une autre histoire de talent assombrie par la controverse. Son interprétation de Fred Mertz dans I Love Lucy reste l'un des rôles les plus emblématiques de l'histoire de la télévision. Pourtant, en coulisses, la vie de William a été marquée par des comportements qui seraient aujourd'hui considérés comme inacceptables. Au début de sa carrière, William était connu pour ses numéros de vaudeville. Sa capacité à incarner l'archétype du personnage grincheux a conduit Lucille Ball et Daisy Arnaz à le choisir dans leur série révolutionnaire. Malgré sa réputation de difficile à travailler, Daisy Arnaz a vu du potentiel chez William et a insisté sur son casting. Cette décision s'est avérée payante puisque la performance de William dans le rôle de Fred Mertz est devenue un rôle déterminant dans sa carrière. Tout au long de Lucy, les luttes personnelles de William contre l'alcool étaient bien connues. Malgré cela, il a réussi à maintenir un niveau de professionnalisme qui a permis à la production de la série de se dérouler sans problème majeur. Ses interactions avec ses co-stars n'ont cependant pas toujours été fluides. S'il entretenait une relation respectueuse avec Lucille Ball en raison de sa position d'autorité, ses relations avec Vivian Vance, qui jouait son épouse à l'écran, étaient moins amicales. Leurs échanges, souvent qualifiés de bisbilles, ont été source de tensions sur le plateau. L'attitude de William à l'égard de la race était plus préoccupante que ses disputes sur le plateau. Les rapports suggèrent qu'il a utilisé des insultes racistes, montrant les préjugés de son époque. Un tel comportement serait totalement inacceptable dans la société actuelle, où le racisme et la misogynie sont davantage pris en compte et rejetés. Les actions de William, y compris un incident au cours duquel il a agressé physiquement l'acteur Clifton Webb, montraient le contraste entre les normes sociétales du passé et du présent. Ne vous ennuyez pas encore. Nous sommes sur le point de dévoiler quelque chose d'incroyable que vous ne voudrez pas manquer. Continuez à regarder car le plus inattendu est encore à venir. Antoine Cumia.
Le licenciement d'Anthony Cumia de SiriusXM est un autre exemple des conséquences qui peuvent survenir. Lorsque des personnalités publiques utilisent les médias sociaux pour exprimer des opinions controversées. Le licenciement de Cumia était le résultat d'une série de tweets qu'il a publiés et jugés insensibles au racisme et incompatibles avec les valeurs de SiriusXM. Cet incident n'est pas la première fois que Cumia est confronté à une controverse. Sa carrière a été ponctuée d'exemples qui ont repoussé les limites du discours public acceptable. Dans le monde de la radiodiffusion et du divertissement, l'équilibre entre la liberté d'expression et le maintien d'un dialogue respectueux est délicat. Des personnalités publiques comme Cumia exercent une influence considérable et leurs paroles peuvent avoir des implications considérables. La réaction de SiriusXM au tweet de Cumia a été rapide, signalant la position de l'entreprise sur les discours de haine et son engagement à respecter une certaine norme de conduite. La décision de licencier Cumia montre l'intolérance croissante à l'égard d'un langage qui perpétue les stéréotypes ou incite à la haine. Cumia défend ses tweets, dans lesquels il nie toute intention raciste et remet en question l'équité de son licenciement. Don Imus. La référence faite par Don Imus à l'équipe féminine de basketball de l'université Rutgers, en utilisant un terme péjoratif, a suscité une indignation généralisée et a mis en lumière la présence persistante du racisme dans le discours moderne. Des mots comme couche, autrefois monnaie courante dans le lexique du racisme, ont été largement abandonnés dans le discours américain contemporain. Pourtant, lorsqu'ils ont été utilisés par Imus, ils ont fait ressurgir l'histoire douloureuse et la discrimination à laquelle les Afro-Américains ont été confrontés. Anne Sukanoff, expert in langues, a classé ces termes comme étant du racisme antique, soulignant leur nature dépassée et insensible dans la société d'aujourd'hui. Il a également fait l'objet de critiques et d'appels à la censure en raison de ses connotations offensantes. Les débats qui ont suivi les commentaires d'Imus reflètent la lutte continue au sein de la culture américaine pour se réconcilier avec son passé d'esclavage et de discrimination. La réponse rapide de CBS Radio et de MSNBC, qui a abouti à la suspension d'Imus, montre une intolérance sociétale pour un tel langage. Cependant, les demandes de licenciement formulées par d'éminents dirigeants noirs comme Al Sharpton et Jesse Jackson indiquent que les excuses à elles seules ne suffisent pas pour aborder les problèmes profondément enracinés d'insensibilité raciale. Le point de vue de Randall Kennedy, professeur de droit à Harvard, selon lequel le contexte et l'intention derrière l'utilisation du nappy head sont cruciaux pour comprendre son impact. Est significatif. Les remarques répréhensibles d'Imus ont ajouté à la gravité de la situation, suggérant un modèle de comportement plutôt qu'un incident isolé. Les souvenirs de l'Association nationale des journalistes noirs des commentaires passés d'Imus sur la journaliste Gwenny Phil et le chroniqueur sportif William Rhoden illustrent en outre la nature profondément ancrée des préjugés raciaux chez certains individus. L'origine du mot couche du moyen anglais, décrivant le bord effiloché du tissu et sa transformation en insulte raciale dans les années 1890, montre le poids historique de ces termes. La controverse entourant le livre pour enfants Nappy Hair et la réaction négative subie par l'enseignante. Ruth Sherman pour l'avoir lu à sa classe à Brooklyn sont révélatrices de la dynamique complexe entourant la race, la langue et l'estime de soi. Les remarques de Jesse Scheidlower sur l'acceptabilité conditionnelle des termes péjoratifs au sein et à l'extérieur de communautés spécifiques mettent en évidence la compréhension nuancée requise pour naviguer dans une terminologie sensible. Roseanne. In Mars, Roseanne, la sitcom populaire, est revenu sur ABC après avoir été interrompu pendant 2 décennies. Il a obtenu d'énormes audiences et les dirigeants du réseau étaient ravis. La reprise de l'émission faisait partie d'une stratégie visant à attirer un public plus large. Une tactique qui a semblé trouver un écho après la surprenante victoire électorale de Donald J. Trump. Le président a même appelé Roseanne Barr pour la féliciter du large public de l'émission. Cependant, un mardi de mai, tout a changé. ABC a annulé Roseanne quelques heures seulement après que Roseanne Barr a publié un tweet raciste à propos de Valerie Jarrett, une femme afro-américaine qui était conseillère principale de Barack Obama. Le tweet de Barr comparait Jarrett à une combinaison des frères musulmans et d'un personnage de La planète des singes. Bien que Barr se soit excusé plus tard, il était trop tard pour sauver la série. Le président du divertissement d'ABC, Channing Dungey,
a qualifié la déclaration de Barr d'odieuse, de répugnante et d'incompatible avec nos valeurs. La première saison de Roseanne relancée s'était terminée avec succès et elle devait revenir en septembre avec 13 nouveaux épisodes. Cependant, la controverse était trop importante pour être ignorée. Robert A. Iger, PDG de The Walt Disney Company, la société mère d'ABC, a soutenu la décision d'annuler le spectacle, affirmant que c'était la bonne chose à faire, qui était devenu le premier président noir du divertissement d'un grand réseau de télévision en février 2016. Elle a bénéficié du soutien de Ben Sherwood, directeur du groupe de télévision ABC, et de Bob Iger, impliqué dans le processus décisionnel dès mardi matin. Lors d'un appel téléphonique avec les dirigeants d'ABC et ses représentants peu avant l'annulation de l'émission, Roseanne Barr a exprimé des remords pour son tweet mais ne semblait pas consciente de toutes ses implications pour sa sitcom. Ne pas agir de manière décisive contre le tweet de Barr aurait pu saper tous ses efforts. Valerie Jarrett a commenté l'incident lors d'une assemblée publique sur MSNBC sur le racisme en Amérique, suggérant que cela soit transformé en un moment d'enseignement. Elle a révélé que Bob Iger l'avait appelé avant l'annonce pour s'excuser et l'informer de l'annulation de l'émission en raison de la tolérance zéro pour les commentaires racistes et sectaires. ABC est rapidement passé à autre chose après avoir annulé Roseanne. Ils ont remplacé un épisode répété programmé par une rediffusion du milieu et ont commencé à supprimer tous les épisodes de Roseanne de leur site web. Mais le tweet de Barr à propos de Jarrett, rédigé en réponse à un tweet sur la théorie du complot, n'était pas une blague. Megyn Kelly est sous le feu des projecteurs depuis de nombreuses années pour ses commentaires controversés et racistes. Sa récente défense du blackface dans son émission a conduit à son possible départ de NBC. Beaucoup soutiennent que NBC n'aurait jamais dû embaucher Kelly en raison de ses antécédents de démagogie raciale chez Fox News. Son parcours comprend de nombreuses déclarations offensantes pour lesquelles elle n'a pas correctement reconnu ni présenté ses excuses. L'une des expériences notables avec Kelly a eu lieu lors d'un débat en direct au cours, duquel elle a défendu les nouveaux Black Panthers comme une menace pour les bonnes personnes. Une autre fois, il y a eu un désaccord sur une légende faisant référence à Michelle Obama comme à la petite maman d'Obama. Kelly a rejeté les critiques comme étant une blague de mauvais goût et insensible au racisme. Ces incidents n'étaient pas isolés, puisque Kelly a fait de multiples allégations racistes au fil des ans. Les remarques controversées de Kelly incluent l'affirmation que Jésus et le Père Noël sont blancs et la critique d'un adolescent noir en maillot de bain qui a été coincé par la police. Elle a également laissé entendre que Sandra Bland serait encore en vie si elle s'était conformée aux ordres de la police. Kelly a rejeté un rapport du ministère de la Justice sur les préjugés raciaux au sein du service de police de Ferguson, arguant que le racisme existe dans de nombreuses entreprises. Elle invitait fréquemment Mark Fuhrman, un ancien flic connu pour ses propos racistes, à discuter des questions raciales et de la brutalité policière dans son émission. Kelly a affirmé que la communauté noire avait une mentalité de voyou et a critiqué les discours de Michelle Obama sur la discrimination comme promouvant une culture de victimisation. Cette semaine, Kelly a fait face à des réactions négatives pour avoir déclaré que le blackface était acceptable à Halloween. C'est pourquoi elle a présenté ses excuses. Pourtant, ses commentaires précédents ont porté préjudice aux communautés de couleur sans qu'une responsabilité similaire soit rendue. La décision des NBC de l'embaucher, malgré son passé controversé, met en évidence un problème systémique. Son histoire de commentaires racistes a souvent été ignorée ou minimisée par les grands médias qui ont contribué à son ascension. Les journalistes blanches ont souvent salué Kelly comme une icône féministe, ignorant son insensibilité raciale. Comme l'a souligné la militante Rachel Cargill, les femmes blanches qui négligent le racisme chez les autres donnent de la priorité à la blancheur plutôt qu'à la féminité. Les excuses en larmes de Kelly ne semblaient pas sincères à de nombreuses femmes de couleur. La militante Rachel Cargill s'est demandé si les larmes de Kelly étaient dues à la peur de perdre son emploi plutôt qu'à de véritables remords. Don Cherry, commentateur de hockey canadien. Don Cherry, connu pour ses costumes flamboyants et ses commentaires controversés, a été licencié après avoir tenu une remarque à caractère raciste lors de l'émission de samedi. Le président de Sportsnet, Bart Yabsley, a souligné que le sport devrait unir les gens et non les diviser. Suite à des discussions avec Cherry,
Il a été décidé qu'il devait se retirer immédiatement. Cherry, qui a entraîné les Bruins de Boston pendant 5 saisons dans les années 1970, animait le segment Coach's Corner avec Ron MacLean lors de Hockey Night in Canada depuis 35 saisons. Au cours de l'émission, Cherry a accusé les immigrants de ne pas respecter la tradition canadienne de porter des coquelicots en l'honneur des héros militaires. Ses mots exacts étaient « Vous aimez notre mode de vie, aimez notre lait et notre miel. Au moins, vous pourriez payer quelques dollars pour des coquelicots ou quelque chose comme ça. » Cherry a déclaré au Toronto Sun qu'il maintenait ses propos, insistant sur le fait que tout le monde au Canada devrait porter un coquelicot en hommage aux soldats tombés au combat. Il a mentionné ses visites dans des bases militaires, ses voyages en Afghanistan avec des soldats canadiens et ses honneurs rendus aux troupes tombées au combat à Coach's Corner comme preuve de son engagement envers cette tradition. Les commentaires de Cherry ont suscité de nombreuses critiques. Ron MacLean, son co-animateur de longue date, s'est excusé sur Twitter, exprimant ses regrets d'avoir permis que ce moment décisif se produise, malgré l'histoire de remarques controversées de Cherry, y compris des commentaires désobligeants à l'égard des joueurs européens et traitant les Hurricanes de la Caroline de bande d'idiots pour leur célébration chorégraphiée. Il a maintenu un public important parmi les Canadiens. Le chroniqueur du Toronto Sun, Steve Simmons, parmi ceux qui ont demandé le licenciement de Cherry, a fait remarquer que Cherry avait toujours été une figure polarisante, mais qu'elle avait souvent réussi à conserver le soutien du public. La LNH a décrit le licenciement de Cherry comme une réponse justifiée, déclarant que ses opinions étaient en conflit avec les valeurs de diversité et d'inclusion de la Ligue. Le départ de Cherry marque la fin d'une époque pour Coach's Corner, un segment qui est un incontournable des émissions de hockey canadien depuis des décennies. Et avec cela, nous sommes déjà à la moitié de la vidéo, mais il reste encore de nombreux noms choquants à découvrir. Maintenant, avant de continuer, n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton d'abonnement pour plus de contenu à venir. Taylor Selfridge poursuit la liste. Nous avons Taylor Selfridge, dont le mandat sur Teen Mom OG de MTV a pris fin brusquement après qu'une série de ses publications passées sur les réseaux sociaux ait refait surface. Ces messages, qui contenaient des remarques insensibles au racisme, ont été mis en lumière au milieu d'un mouvement national contre le racisme, conduisant MTV à rompre ses liens avec Selfridge et à annuler son émission spéciale bébé. Cette décision témoigne d'une prise de conscience plus large au sein de l'industrie du divertissement, où la responsabilité pour les actions passées est devenue la pierre angulaire du paysage culturel. Le parcours de Selfridge sur Teen Mom OG a commencé en 2019 et a duré jusqu'en 2020, durant laquelle elle a partagé l'écran avec son petit ami Corey Wharton et son ex Cheyenne Floyd. C'est Floyd qui a le premier attiré l'attention sur les tweets controversés de Selfridge dans un épisode de la série, déclenchant une conversation qui allait finalement conduire au départ de Selfridge. Pour sa défense, Selfridge a déclaré que les tweets dataient d'une époque où elle était plus jeune et moins consciente de leurs implications négatives, affirmant qu'elle les considérait comme humoristiques plutôt que nuisibles. Elle a reconnu son erreur et a exprimé le désir de tirer profit de cette expérience. Au lendemain de son licenciement, Selfridge s'est retirée sur son compte Instagram désormais privé, où elle a présenté ses excuses et exprimé son intention d'aller de l'avant et d'être la meilleure version d'elle-même. Elle a souligné que ses actions passées ne définissent pas sa personnalité actuelle et a demandé le respect de sa décision d'offrir une vie normale et saine à sa famille. De plus, Selfridge a déclaré son départ de Teen Mom OG comme un choix personnel, invoquant un manque de respect pour le style de vie de la télé-réalité et son application sélective des règles. L'émission spéciale annulée, Teen Mom OG at Home, Corey and Taylor's Baby Special, était destinée à documenter le parcours de grossesse de Selfridge pendant la pandémie de coronavirus avec des images auto-tournées. Wharton avait partagé son enthousiasme pour la première avec ses abonnés Instagram, faisant allusion aux luttes et aux joies capturées dans la spéciale. Cependant, l'émission spéciale n'a jamais été diffusée et l'histoire de Selfridge est devenue un autre exemple. Des conséquences qui peuvent suivre les personnalités publiques longtemps après leurs actions initiales. Ancien de la série The Flash de la CW, ne connaît que trop bien ses tweets passés, remplis de contenu que beaucoup trouvent offensant, ont refait surface, conduisant à son retrait de la série populaire. Les tweets en question
remontant à avant l'époque de Sawyer sur The Flash, contenait un langage misogyne, raciste et homophobe. Ces messages, pour lesquels Sawyer s'est depuis excusé, ont été mis en lumière au milieu d'un débat national plus large sur le racisme systémique après la mort de George Floyd. La décision de licencier Sawyer a été prise par la CW en collaboration avec les producteurs et producteurs exécutifs de la série, Eric Wallace. Leur déclaration commune mettait l'accent sur un engagement en faveur de valeurs qui promeuvent un environnement sûr et inclusif, déclarant clairement que les remarques désobligeantes ciblant toute race, origin ethnique, origin national, sexe ou orientation sexuelle ne seraient pas tolérées. Cet incident n'est pas isolé dans l'industrie du divertissement. Cela fait écho à des situations antérieures où des personnalités publiques ont été confrontées à des conséquences pour leurs paroles ou leurs actes. En 2018, ABC a annulé la renaissance de Roseanne après un tweet à caractère raciste de Roseanne Barr. De même, Kevin Hart a démissionné de son poste d'hôte des Oscars 2019 en raison de tweets homophobes antérieurs. Et Shane Gillis a été libéré de Saturday Night Live suite à l'émergence d'insultes raciales et homophobes. Les excuses de Sawyer, publiées sur Instagram, exprimaient de profonds regrets pour son comportement passé. Il a reconnu que ses tentatives d'humour étaient blessantes et inacceptables, déclarant qu'il avait honte de ses actes. Et d'après cela, nous sommes si près de la fin. Paula Deen. L'année dernière, Deen a été confronté à un scandale de discrimination raciale qui a ébranlé les fondations de son empire culinaire. Son aveu d'avoir utilisé un langage insensible à la race dans le passé a conduit à l'annulation de son émission de cuisine et à la perte de nombreux sponsors. Cet événement marque un tournant important dans sa vie et sa carrière. Dans une interview en larmes avec Matt Lauer au Today Show, Deen a insisté sur le fait qu'elle n'était pas raciste. Mais l'interview a révélé un manque de compréhension quant à la gravité de ses aveux. La controverse ne concernait pas seulement l'utilisation d'un mot désobligeant. Elle concernait également l'aveu de Deen de fantasmer sur un mariage de style plantation du Sud avec des serviteurs afro-américains, ce qui évoquait de douloureuses connotations historiques. Un an plus tard, Deen est revenu au Today Show, apparemment une personne différente de celle qui y avait siégé auparavant. Elle a exprimé son incapacité à se reconnaître dans les images de l'interview précédente et a suggéré qu'elle aurait peut-être dû demander des soins médicaux plutôt que d'être exposée au public pendant cette période tumultueuse. La difficulté de Deen à comprendre la réaction négative est évidente. Elle a admis qu'il lui avait fallu du temps pour comprendre pourquoi ses paroles, prononcées 30 ans auparavant, avaient provoqué une telle indignation. Au milieu de cette tourmente personnelle, Deen travaille activement à reconstruire sa marque. Elle a lancé un réseau de télévision par abonnement présentant ses anciennes émissions et son nouveau contenu. Elle a ouvert un nouveau magasin de détail et a annoncé son intention de réaliser un documentaire sur sa vie. Ce mélange d'autopromotion et d'excuses publiques a suscité des réactions mitigées, certains y voyant une combinaison troublante d'intérêts commerciaux et de véritables remords. Interrogé sur les leçons tirées de la controverse, Deen a d'abord répondu en parlant d'un nouveau livre plutôt que de excuses. Ce n'est qu'après une discussion plus approfondie qu'elle a exprimé ses regrets pour la douleur qu'elle avait causée, reconnaissant la profondeur de la blessure. Leah McKeel, à la suite de la mort de George Floyd, de nombreuses célébrités se sont tournées vers les réseaux sociaux pour exprimer leur soutien au mouvement Black Lives Matter. Parmi eux se trouvait Lea Michele, qui a tweeté ses condoléances et son soutien. Cependant, son message a été critiqué par l'ancienne co-star Samantha Marie Ware, qui a accusé Michele de lui avoir rendu la vie difficile sur le tournage de Glee. Cette accusation a ouvert les vannes à une série d'allégations de la part d'autres membres de la distribution et de professionnels de l'industrie, décrivant Michele comme quelqu'un avec qui il était difficile de travailler et qui aurait pu faire preuve d'un comportement raciste. Le tweet de Ware, qui décrivait de manière vivante ses expériences négatives avec Michele, a incité d'autres personnes à partager leurs histoires. Cela comprenait Alex Newell et plusieurs acteurs de fond qui soutenaient les affirmations de Ware. Jean-Claude Locke est allé jusqu'à dire que Michele avait qualifié les acteurs de fond de cafards, tandis que Naya Rivera avait déjà fait allusion au manque de professionnalisme de Michele dans son livre. Heather Morris, une autre ancienne de Glee, est intervenue. Reconnaissant le comportement désagréable de Michele,
mais mettant également en garde contre la qualification de raciste sans connaître ses convictions.